Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à cette suite du cours de l'évolution du climat et de l'océan pour cette année. Donc, pendant les 3 derniers cours, je vous ai beaucoup parlé en fait de l'optimum climatique médiéval et en particulier des Vikings à la fois de façon générale et plus précisément des colonies vikings au Groenland, un petit peu comme exemple de micro-sociétés affectées par une transition climatique, la transition entre l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire. Et on a vu que même pour une société relativement localisée, eh bien, on a une certaine complexité des facteurs qui font que c'est très difficile de quantifier en pourcentage d'explication une transition sociétale qui est partiellement liée à l'influence du climat. Et donc, justement, pour continuer un petit peu sur cette même ligne et pour montrer que dès que l'on va étudier des cas encore plus larges, encore plus importants au point de vue société, développement des sociétés et à la fois échelle spatiale et temporelle, on va voir qu'en fait les choses deviennent effectivement encore plus compliquées. Alors, donc j'ai intitulé le cours de cette semaine l'optimum climatique romain, sans ajouter d'adjectifs ou de qualificatifs. C'est essentiellement, j'aurais pu signifier justement que, comme on va le voir, l'optimum climatique romain, qui fait un petit peu, qui est un peu le pendant de l'optimum climatique médiéval, on va voir que sa réalité est beaucoup plus controversée, qu'il est beaucoup plus difficile à mettre en évidence, en particulier parce qu'il s'agit de périodes un peu plus reculées. Donc à chaque fois, les archives vont être à la fois plus rares, plus dégradées et moins favorables. Et on va voir aussi que l'espace considéré est beaucoup plus important. Alors quand on utilise le terme d'optimum, on sous-entend aussi que les conditions climatiques ont été favorables au développement d'une civilisation, la civilisation romaine, qui a duré beaucoup plus que les sociétés vikings du Groenland qui, comme on l'a revu, ont perduré pendant 4 siècles, ce qui est pas mal, mais encore une fois, là, pour le coup, l'Empire romain en particulier a perduré beaucoup plus longtemps. Alors, je vais donc, au-delà de quelques généralités sur les problèmes historiques, ce n'est pas à moi de vous faire un cours sur l'histoire de l'Empire romain, de son essor, de son développement à la fois dans le temps et dans l'espace, mais je vais quand même vous donner quelques notions, faire quelques rappels. Donc, selon la tradition, la légende de la fondation de Rome remonte en fait à 753 avant notre ère. Donc à chaque fois, là, je mets BCE, donc c'est avant l'ère commune, ou CE de l'ère commune. Et donc ici, une belle figure de la louve du Capitole, qui d'ailleurs est un faux médiéval. Ça a été montré par des collègues italiens qui ont fait des datations carbone 14 dans les inclusions de charbon du métal qui avait été utilisé. Bon, c'est juste une petite parenthèse, c'est des collègues que je connais bien. Ils ont eu d'ailleurs quelques problèmes avec le président de l'époque, Berlusconi, qui se plaignait justement d'avoir détruit un petit peu un mythe. Mais bon, c'est, voilà, encore une fois, une histoire et des légendes sur la fondation de Rome qui remontent très loin, mais ce que j'ai, la petite carte là, animée que j'ai utilisée, que j'utilise ici, c'est juste pour rappeler qu'il y a plus d'1 millénaire entre le début de l'Empire romain et la fin de l'Empire romain. Bon, encore une fois, ça va en fait plus loin que le VIe siècle, parce qu'en fait l'Empire byzantin a perduré jusqu'au XVe siècle. Donc, mais pour ce qui concerne l'Empire romain dans sa totalité, puis ensuite sa fragmentation à partir de 395 pour être précis, en Empire d'Occident et Empire d'Orient, on voit que l'espace
considéré devient de plus en plus important. Et donc, quand on va parler d'évolution climatique, il va falloir faire très attention à savoir de quoi on parle, parce que sur un espace aussi grand, à la fois au nord de la Méditerranée, au sud de la Méditerranée, relativement loin aussi vers les latitudes élevées, eh bien, on ne va pas considérer que le climat est totalement homogène. On va voir que les différentes archives nous montrent effectivement une hétérogénéité. Donc, c'est une complexité qui est beaucoup plus grande, comme on le voit, par rapport au cas que l'on a considéré avec les Vikings au Groenland, où là, on avait une localisation relativement précise, et pourtant des complications, comme on l'a vu, à la fois sur les problèmes de température, la glace de mer, on a vu d'autres sujets encore, des problèmes de précipitation, d'assèchement, et le niveau de la mer qui, même de façon très localisée, peut varier suivant l'endroit où l'on se place sur une côte. Donc en fait, quand on considère l'Empire romain dans son entièreté, ça va être très difficile, et puis encore une fois, ça a duré plus d'un millénaire. Alors, donc c'est une histoire qui, comme vous le savez, j'ai plusieurs collègues qui enseignent ici et qui ont enseigné, c'est une histoire qui est complexe, qui est émaillée d'événements qui ont frappé les esprits. Là, c'est juste une représentation du 19e du sac de Rome par les Vandales au 5e siècle, donc des épisodes qui sont connus, et ce n'est pas évidemment à moi de vous faire un cours sur ces sujets-là. Donc entre l'essor et la chute de l'Empire romain, au moins la fin de l'Empire d'Occident, ici là, c'est une petite pièce en or représentant le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, qui a abdiqué en 476. Donc il y a encore beaucoup de débats parmi les historiens et archéologues aussi, puisqu'il y a toute une partie d'archéologie, sur des débats sur les causes, en fait, à la fois de l'essor, du développement extraordinaire et de la chute de l'Empire romain, avec qui, à la fin, a été réputé pour être à la fois décadent, qui aurait été décadent moralement et financièrement. Donc, à la fois, il y a plusieurs facteurs. C'est encore beaucoup plus compliqué que le cas des Vikings que l'on a vu dans les dernières semaines. Il y a à la fois les invasions barbares, entre guillemets, des divisions sociales ont été mentionnées, des problèmes de guerre civile, des discordes religieuses, à la montée du christianisme qui a eu une importance, des grandes épidémies de peste, on en reparlera parce qu'il y a aussi un peu de déterminants climatiques derrière les grandes épidémies, des crises budgétaires parce qu'il y avait un coût militaire absolument énorme de l'expansion de l'Empire, en particulier parce qu'il fallait bien approvisionner Rome à la fois en biens, en nourriture, en esclaves, etc. Et ce qui va m'intéresser, enfin, c'est la seule contribution que le climatologue peut avoir, c'est de regarder de façon objective les données scientifiques sur les fluctuations climatiques pendant toute cette période. Donc pour savoir si, effectivement, le climat aurait pu avoir une influence, en particulier sur le développement, l'essor et peut-être la chute aussi de l'Empire romain. Mais ce sera, comme les choses sont multifactorielles, il est hors de question de calculer et de déterminer de façon statistique des causalités. Et bien évidemment, il faut aussi considérer toutes les autres causalités qui viennent se superposer et qui se mélangent, le climat pouvant, en fait, par effet de domino, avoir des influences sur tous les ingrédients qui ne sont pas exhaustifs. Ici, là, j'ai juste jeté sur cette planche quelques notions, enfin quelques causes qui ont été débattues dans la communauté des historiens, et je vous recommande de lire de bons auteurs. Ici, j'ai listé 4 ouvrages, Mary Bird, etc., Peter Heiser,
Brian Ward Perkins, Kyle Harper qui a fait une série de conférences aussi ici au Collège de France. Donc il faut aussi lire la littérature des historiens qui connaissent effectivement l'histoire de Rome. Mais il est important aussi d'avoir une vue du paléoclimatologue, du climatologue, pour tout ce qui concerne les causalités climatiques, et notamment pour avoir une vue, je dirais, à la fois réaliste, un petit peu des archives et de la réalité ou non, ou de la fugacité de cet optimum climatique romain, comme on va le voir, et du fait que quand je parle de paléoclimatologie, je parle souvent d'une science du verre à moitié plein, qui justifie en fait le fait d'essayer de faire des études redondantes avec différentes archives, parce qu'on est très tributaire des archives que l'on peut trouver dans la nature pour reconstituer le climat, parce que pour des époques où il n'y a pas d'écrits, ou des écrits insuffisants, on est obligé de faire avec ce que l'on a. Donc c'est une science aussi de la redondance. On est obligé de prendre différents types d'archives qui ont toutes des avantages et des désavantages, et le fait de croiser les informations permet, s'il y a effectivement concordance entre plusieurs archives, plusieurs séries climatiques reconstituées de façon difficile, avec des incertitudes, comme on le voit, qui peuvent être très grandes, avec aussi un problème fondamental qui est que dès que l'on considère des changements climatiques sur des périodes historiques, il va falloir être certain aussi de la base temporelle, parce qu'en fait, on est obligé de faire des datations et de se confronter en fait avec un calendrier qui est historique et qui est quelquefois à l'année près ou pas. Comme on l'a vu, là, je vous ai montré l'exemple récent d'une redétermination très précise avec des techniques scientifiques d'une date pour l'occupation du site viking en Amérique du Nord. Donc il y a des voilà, donc c'est quelque chose, c'est une science du verre à moitié plein qui quelquefois n'est même pas à moitié plein, comme on va le voir. C'est quelquefois assez décevant, mais il faut quand même avoir une vue un peu exhaustive, scientifique sur ces différentes archives, même si au final, eh bien, elles sont pas forcément concluantes, notamment sur la précision, la durée, l'intensité de tous ces termes que l'on utilise, comme on l'a vu aussi l'année dernière, je vous avais fait tout un cours sur le petit âge glaciaire et l'optimum climatique médiéval. Ce sont des notions aussi qui cachent une complexité, mais il faut les aborder de façon scientifique. Alors, il y avait des scientifiques dans l'Antiquité, des Grecs en particulier, qui ont essayé qui avaient compris certaines choses en climatologie, en particulier la notion de température. Ici, il s'agit de 2 thermoscopes qui ont été reconstitués aujourd'hui, qui permettaient de montrer les changements de température. Il ne s'agissait pas de les mesurer, mais c'était essentiellement, par exemple, le Philon de Byzance, donc au IIIe siècle avant notre ère, avait construit ce dispositif qu'il plaçait au Soleil pour montrer que un volume de gaz va pouvoir se dilater. Il n'avait pas du tout la compréhension de la dilatation des gaz, mais il pouvait montrer en fait un effet d'un réchauffement sur un dispositif physique et de montrer des effets qui étaient visibles et mesurables. Alors malheureusement, il n'y a pas d'archives et de séries temporelles, ce serait trop beau, de ces températures obtenues avec des dispositifs de l'époque, mais il est très clair que pour la période romaine, pré-romaine, il y a beaucoup de textes, et dans ces textes, il y a de nombreuses mentions en fait, d'événements liés au climat, un petit peu comme le dernier millénaire, comme on l'a vu, avec le petit âge glaciaire, mais il n'y a pas l'équivalent de ce qu'on a vu, notamment avec les dates de vendange, qui sont corrélables directement avec les températures qui ont pu être utilisées. Malheureusement, les textes romains ne sont pas utilisables de façon quantitative. Enfin, c'est très difficile d'avoir une vue exhaustive et exacte sur une période de temps très longue. Ici, c'est juste un histogramme en fait, qui a été reconstitué par un historien. Enfin, c'est
un papier avec beaucoup d'auteurs, mais sur, au cours du temps, les différentes informations qui sont obtenues, enfin, qui sont disponibles dans les textes avec des mentions de sécheresse, de pluie extrême, de famine liées aux problèmes de culture impactés par le climat, des froidures très intenses, etc., au cours du temps, dans la partie occidentale de l'Empire romain. Alors, quand on regarde comme ça de loin, c'est très bien que vous ne puissiez pas voir dans le détail. Comme ça, on voit très nettement qu'il y a un peu une différence entre le début et la fin. Donc un peu plus à partir ici de 300, l'an 300, il y a plus de mouvements sur cet histogramme, mais il y a un énorme biais de représentation et de... les archives, elles sont échantillonnées de façon non aléatoire dans les textes, et donc c'est très difficile de faire des statistiques avec ces événements. Alors ici, il s'agit d'un histogramme toujours tiré de la même publication, qui est dédié à la partie orientale de l'Empire romain. Ici, bon, c'est le BC-R commune, et une partie de ces informations venait des crues du Nil, donc lorsque l'Égypte faisait partie de l'Empire romain, et donc ces informations sont par contre chiffrées, notamment parce qu'il y avait des nilomètres, notamment celui ici c'est une représentation du nilomètre d'Assouan, mais avec des crues qui étaient enregistrées par les Égyptiens, mais encore une fois aussi par les Romains qui étaient dans la région. Mais ce sont des informations qui ne sont pas véritablement quantitatives, que l'on ne peut pas retranscrire en termes de pluviométrie au cours du temps. Bon, ici, c'est un index en fait, de qualité des crues. Mais bon, une zone géographique, l'Égypte, qui était le grenier à blé de l'Empire romain, en particulier après pour l'ère commune ici, et donc une importance de ces données. Malheureusement, c'est très difficile de les utiliser pour faire des reconstitutions paléoclimatiques à l'échelle même régionale. Et donc on en est réduit à prendre les courbes quasi globales que l'on avait déjà vues. Je vous ai déjà montré cette courbe à plusieurs reprises, notamment l'année dernière lorsqu'on a regardé les détails sur les compilations de paléotempérature à la fois à l'échelle mondiale, à l'échelle régionale, à l'échelle hémisphérique. Ici, c'est une vue des changements de température, des anomalies de température au cours de l'ère commune, donc à partir de l'an 1 jusqu'à la période actuelle, basée sur des compilations d'anneaux d'arbres, d'épaisseur de cerneaux d'arbres qui répondent au climat et qui, dans certains cas, répondent à la température. Et donc, on a des compilations qui ont été établies. Donc, on avait vu un peu en détail le petit âge glaciaire, l'optimum climatique médiéval. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est cette notion d'optimum climatique romain, où quelquefois, souvent dans la littérature, on parle de Roman warm period. Donc déjà, au lieu de parler d'optimum, on parle déjà de température. Mais comme on va le voir, les deux notions température et précipitation sont impliquées. Donc je préfère utiliser le terme d'OCR, optimum climatique romain, qui est aussi utilisé dans la littérature scientifique. Alors ici, dans les papiers de Mungen, en fait, souvent, les durées ici sont très très courtes, mais bon, d'autres auteurs vont avoir finalement des transitions entre des grandes périodes. Donc pour ici, l'optimum climatique médiéval est relativement court, alors qu'en fait, pour la plupart des auteurs, c'est à peu près, ça va jusqu'à 1250, et ensuite on passe au petit âge glaciaire. Ici, le petit âge glaciaire est souligné uniquement par certaines périodes particulières de cette longue période depuis 1250 jusqu'à 1800. Les choses varient un petit peu selon les auteurs, justement, qui aussi montrent la difficulté et le fait que ces notions sont à la fois incertaines et dépendantes en fait des indicateurs qui sont utilisés pour les définir.
Alors, ce qui va nous intéresser dans les cours qui suivent, ça va être effectivement cet optimum climatique médiéval, souvent romain, qui, pour la plupart des auteurs, en fait, remonte à beaucoup plus que ça. Ici, il s'agit de la période la plus chaude, et ensuite avec une dégradation. Et cette deuxième notion que l'on va voir dans la suite du cours, qui est l'ALIA en anglais, ça veut dire le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive. C'est une notion qui a été introduite effectivement par Bingen et qui est maintenant utilisée et qui a été revue dans plusieurs archives. Donc on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Mais les deux sont un petit peu le pendant de cette transition entre OCM et petit âge glaciaire. En fait, le petit âge glaciaire se voit parce qu'il fait la transition avec l'optimum climatique médiéval. Le contraire est vrai aussi. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir une transition entre une période un peu plus chaude, l'optimum climatique romain, et le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, où, comme on va le voir, beaucoup de choses se sont passées. Alors, il y a malheureusement, il y a très peu, pour la partie strictement romaine, italienne et autres, et méditerranéenne, il y a assez peu de séries d'anneaux d'arbres qui permettent de faire de la dendrochronologie sur toute la période romaine, non seulement ici la période tardive, mais aussi les 3-4 siècles précédents. Il y a finalement assez peu d'arbres permettant de le faire, malheureusement, et donc on en est réduit souvent à utiliser des compilations. Ici, c'est une compilation qui se veut à la fois globale, mais qui est complètement liée aux anneaux d'arbres, donc c'est essentiellement des anomalies de température estivale. Et en plus, il y a un biais d'échantillonnage qui est très clair et qui fait qu'au final, il s'agit plutôt d'une courbe hémisphérique de l'hémisphère nord, mais avec une compilation de beaucoup d'arbres qui viennent d'un peu partout. Alors on peut zoomer, comme je vous l'ai montré, sur des régions de plus en plus précises, mais les données les plus fiables en fait, sur cette période, elles proviennent de latitudes européennes relativement, plus importantes que même le nord de l'Italie. Donc on n'a pas l'équivalent pour toute la période centrée autour de cet optimum climatique romain. Alors il y a d'autres paléothermomètres qui permettent de faire qui permettent de faire des estimations. Et je vais vous passer en revue quelques exemples récents qui sont considérés comme étant les meilleurs. Et comme vous allez le voir, le verre est effectivement souvent pas à moitié plein, mais ce sont les informations à notre disposition et donc il faut les avoir en tête dès qu'on essaye de considérer ces périodes, notamment pour aller au-delà de choses ultra simplifiées où on va vous dire, voilà, l'optimum climatique romain c'est de moins 200 à plus 300 et c'est homogène. Donc c'est effectivement pas comme ça que les choses se sont passées et la meilleure façon de le regarder c'est de voir les différentes études et de considérer un petit peu les complexités inhérentes à chaque type d'étude. Donc les arbres c'est bien, mais il n'y en a malheureusement pas en tout cas c'est très difficile de remonter avec les arbres pour reconstituer le climat en Italie et autour de la Méditerranée. Il y a d'autres archives qui permettent de le faire. L'avantage des arbres, c'est qu'eux, par contre, ils ont des datations extrêmement fiables, à l'année près, alors que les autres archives, il y a beaucoup plus de difficultés à les dater. Alors, un peu plus au nord, un exemple. Ici, je vous montre une étude, une reconstitution d'anomalies de température avec la comparaison directe, explicite avec les anneaux d'arbres, sur toute la période, carrément de toute l'ère commune, depuis pratiquement 1 jusqu'à 2000. La courbe en vert, ce sont les anneaux d'arbres, la dendroclimatologie, donc tout est exprimé en anomalies de température normalisées, voilà, une température ici de 0, donc c'est juste des anomalies de température. Et ce qui a été utilisé, là, c'est dans une tourbière en Allemagne, au sud de l'Allemagne, au sud de Cologne, une tourbière. Et ces tourbières, en fait, sont formées et sont litées de façon très régulière. Il y a une succession de couches comme ça qui sont déposées régulièrement par les sphègnes.
Et ces sphènes, en fait, ce sont des organismes qui n'ont pas de stomate, en fait, ce sont des plantes, mais qui, contrairement aux plantes vasculaires, n'ont pas de stomate, et donc le CO2 diffuse à travers un film d'eau autour des cellules. Et donc, en fait, et là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le rapport carbone 13 sur carbone 12, à cause de cette diffusion du CO2, va créer un fractionnement isotopique. Et ce fractionnement isotopique, en fait, il a été montré qu'il dépend de la température. Donc, en fait, il est possible, en faisant des mesures dans des carottages de sphènes, d'obtenir une série de delta C13, donc de rapports carbone 13 sur carbone 12, qui sont les deux isotopes stables du carbone, et de les transformer donc en delta par rapport à un standard. Et ce delta, il est directement corrélé avec des corrélations qui ont été observées sur l'actuel, et qui permettent en fait de faire des reconstitutions de paléotempérature. Donc c'est ça qui est montré ici, et globalement, voilà, ce qui se passe, c'est que pour la partie romaine, on va dire ici de l'an 1 à l'an 300, on a une période qui est relativement chaude, et ensuite une dégradation. Donc tout de suite, vous voyez qu'il y a dans la littérature, ce que je vous montre à chaque fois, ce sont des graphiques qui sont tirés de la littérature primaire. Et j'aime bien faire ça, mais ça présente une complication parce que quelquefois les axes ne sont pas toujours les mêmes, hein, les axes temporels. On va voir que les axes même pour les abscisses, pour les ordonnées sont inversés entre les différentes études. Donc il va falloir suivre les petites flèches rouges qui indiquent à chaque fois la flèche temporelle. Et en plus, une difficulté inhérente aussi à ces études, c'est que il n'y a pas d'accord sur les conventions. Souvent, pour les périodes récentes, on va utiliser l'ère commune, donc CE et BCE avant l'ère commune. Et d'autres fois, il y a d'autres études où tout va être référencé par rapport à l'année 0 aujourd'hui. Donc ça va être des années avant le présent, donc BP, Before the Present, qui a été défini de façon internationale à 1950. Voilà. Donc voilà, donc on a ici deux séries temporelles de paléotempérature, d'anomalies de température qui sont concordantes. On voit l'optimum climatique médiéval ensuite, après cette période. Et bon, le petit âge glaciaire n'est pas visible dans la tourbière, mais bon, des choses qui montrent ici plutôt un optimum pendant cette période pour une tourbière en germe en Allemagne. Donc malheureusement, en fait, on n'a pas à disposition, si on essaye de se rapprocher de l'Italie, de Rome en particulier, il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles. Et une des façons de faire, ça a été de rechercher des informations, non pas sur le continent, des archives terrestres, mais de considérer, même si ces enregistrements n'ont pas la même résolution temporelle, de rechercher des enregistrements océaniques qui moyennent un petit peu les changements climatiques. Donc ça, c'est tiré d'une étude, c'est encore une fois des graphiques ici qui sont représentés sous la forme d'anomalies de température. Ici, vous avez une anomalie de température avec des degrés Celsius. Ici, des températures explicites pour un site particulier. Il s'agit en fait de paléotempératures obtenues à partir de sédiments océaniques en mesurant certains ingrédients, certaines qui sont utilisés comme indicateurs de température. Par exemple, ici, la courbe qui est ici, la courbe en bleu sombre, elle représente en fait des paléotempératures qui sont fondées en fait sur un rapport élémentaire, le rapport magnésium sur calcium, dans le carbonate des foraminifères planctoniques, qui font partie du zooplancton et que l'on peut retrouver dans les sédiments et que l'on peut dater précisément. Donc il faut imaginer qu'il y a des carottes qui ont été récupérées. En particulier, ce travail est fondé essentiellement sur une carotte qui a été prélevée au sud de la Sicile et les températures sont établies à partir de ce thermomètre fondé sur la variabilité en fonction de la température. C'est des choses qui peuvent être expérimentées en laboratoire, que le rapport magnésium sur calcium varie en fonction de la température de précipitation de la calcite, à la fois de façon inorganique et aussi sur l'effet foraminifère. Et donc on peut, en faisant ces mesures, reconstituer des changements de température. Donc là, vous avez une échelle de temps qui est ici en années avant le présent,
avant l'ère commune et après l'ère commune, enfin de l'ère commune, et la période romaine, qui est soulignée ici, alors ici, ils ont souligné uniquement la partie entre 0 et 500, montre un maximum, donc visiblement une température qui est optimum sur ces différentes courbes pour toute cette période. Mais, je le rappelle, il s'agit d'enregistrements qui ont une faible résolution, et donc, bon, c'est très difficile de comparer finalement avec d'autres informations datées à l'année près. Mais une confirmation que différents sites méditerranéens donnent des changements de température importants. Et en plus, alors c'est là où la science paléoclimatologique est fondamentalement redondante, eh bien, il y a d'autres archives qui ont été utilisées, ou quelquefois les mêmes, où il a été possible d'utiliser d'autres indicateurs. Je vous ai déjà parlé à la fois dans le dernier cours et dans des cours précédents aussi du paléothermomètre qui est fondé sur des molécules, les alcénones. Eh bien, il a été possible aussi, dans certains cas, de faire des mesures de paléotempérature avec ces alcénones pour montrer qu'en fait, on a le même type de variabilité, même si, dans le détail, il peut y avoir des désaccords sur les températures absolues, parce que le phytoplancton ne croît pas exactement au même moment que le zooplancton, enfin, pas complètement. Et donc, on peut avoir des décalages, à la fois en température et temporelle, mais globalement, on retrouve le même message d'une température un peu supérieure pendant toute cette période. Alors, je vais essayer de vous montrer d'autres exemples récents d'études sur cet optimum climatique romain. Et en particulier, je vais un peu faire du détail, vous montrer un peu les détails d'une étude récente en fait, qui est parue il y a quelques années, sur l'étude de sédiments marins en fait, qui ont été prélevés par un groupe allemand de l'université de Brême dans le golfe de Tarente, donc, qui est ici au sud de la botte, donc c'est directement voilà, sous le talon. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone géographique, bon, elle est proche de Rome, enfin, en tout cas elle est proche de l'Italie, elle n'est pas directement à proximité de Rome, mais on s'en approche quand même, beaucoup plus que dans les autres exemples marins que je vous ai montrés auparavant. Et là, ce qui a été utilisé pour faire les quantifications de paléotempérature, c'est un autre type de paléothermomètre. Ce qui a été utilisé, c'est la distribution de microfossiles, mais non pas des foraminifères, mais ce qu'on appelle des dinoflagellés, qui font partie du phytoplancton. Mais bon, ce sont des protistes, hein, donc des organismes unicellulaires, eucaryotes, qui synthétisent non pas du carbonate de calcium, mais qui synthétisent en fait des molécules organiques, et alors qui ne devraient pas et qui ne sont pas préservées dans le sédiment, sauf que ces dinoflagellés ont un cycle de vie compliqué qui fait que pendant une certaine partie de leur vie, il y a formation de kystes qui, eux, sont très résistants. En fait, les kystes, les dinokystes, ce qu'on appelle les dinokystes, qui sont formés de matière organique, mais très résistantes, un petit peu comme les pollens, eh bien, vont pouvoir se retrouver dans les sédiments et être préservés. Et les spécialistes, les paléoclimatologues, micropaléontologues, en fait, vont pouvoir identifier les différentes espèces. Et en fait, les espèces de dinoflagellés varient beaucoup en fonction de la température et en fonction aussi des conditions de nutriments de l'océan et en particulier de la Méditerranée. Alors ça, c'est des choses qui sont relativement bien connues. Il y a tout un historique d'études en fait sur ces dinoflagellés. Ici, bon, juste pour donner un petit peu des exemples, je vous montre en fait des cartes qui ont été établies par toujours le même groupe en fait. Et qui montre en fait la distribution actuelle de certaines espèces. Alors, je ne vais pas prononcer les noms parce qu'ils sont à rallonge, mais et qui montre en fait des photos de kystes que l'on retrouve en fait dans les sédiments. Ici, il s'agit de deux espèces en fait que l'on retrouve aussi en Méditerranée. Donc, je ne les ai pas choisies au hasard. Il y en a une qui est plutôt froide. On voit très nettement là, que sur une carte géographique du monde,
sa répartition est relativement clairement à haute latitude, et ici, les maxima de probabilité pour cette autre espèce sont plutôt tropicales. Et en étudiant en fait les microfossiles, donc en identifiant et en comptant statistiquement ces différents dinokystes, il a été possible de construire en fait ce qu'on appelle des fonctions de transfert. On peut faire des fonctions statistiques en supposant, enfin, entre la température, la salinité aussi, et les conditions de nutriments, enfin la teneur en nutriments observée dans l'océan, et les statistiques de comté de ces différentes espèces de dinoflagellés. Donc ça, c'est des choses qui ont été établies et qui permettent de faire des reconstitutions dans le passé. Quand on retrouve dans des carottes sédimentaires datées, c'est pas seulement vrai pour le dernier millénaire ou les 2 derniers millénaires, c'est vrai aussi pour des périodes beaucoup plus reculées, on peut reconstituer avec ces fonctions de transfert qui sont fondées sur les distributions actuelles et sur la supposition, il y a une hypothèse fondamentale, c'est que les distributions actuelles peuvent être utilisées dans le temps et les changements de statistiques de ces différentes espèces au cours du temps sont liés, peuvent être quantifiés en termes de paléotempérature en se basant sur les distributions actuelles. Donc ça, c'est une hypothèse fondamentale de toutes ces approches de fonctions statistiques, de fonctions de transfert, qui pose quelques difficultés dans le détail, mais qui est une partie de cette paléoclimatologie, en tout cas celle qui est fondée sur la micropaléontologie pour faire des fonctions de transfert, pour retrouver température, salinité et autres paramètres encore. Alors là, dans le cas présent, ce qui a été fait, c'est en fait plus simple par les auteurs, donc c'est tiré d'une publication, là j'aurais dû remettre cette publication ici. Donc, ce qui a été fait par ces auteurs, c'est encore plus simple. Ils ont groupé en fait les différentes espèces chaudes, la demi-douzaine d'espèces chaudes de la zone du golfe de Tarente, les quelques espèces froides aussi trouvées dans la zone, et ils ont fait un simple rapport statistique warm sur cold. Normalisé à 1, donc les forames chauds, non, pas les foramifères justement, les dinokystes chauds divisés par la somme des deux, et le rapport des espèces chaudes sur les espèces froides, et ils ont fait directement une régression linéaire par rapport, en tenant compte sur des comptages quasiment actuels dans des sédiments très récents, et ils ont fait une comparaison avec la variabilité climatique en Italie. Donc, c'est quelque chose qui est... Généralement, ce qui est fait, c'est que les fonctions de transfert, elles sont directement reliées à la température du lieu où l'on a prélevé les carottages sédimentaires. Donc, on va comparer les statistiques des différentes espèces de dinocystes, par exemple, avec les températures directement géographiques, qui correspondent au même site géographique que là où ont été étudiés dans les sédiments récents les dinocystes, ou étudiés dans la colonne d'eau. Là, il s'agit d'une fonction statistique qui est beaucoup plus simplifiée. Donc on fait l'hypothèse qu'il y a une relation entre les deux. Et bon, alors effectivement, il y a une relation qui est significative, mais elle est quand même pas très forte. Hein, c'est-à-dire que là, on a entre les deux séries temporelles. Donc la série en noir, et les points en noir correspondent en fait à ce fameux rapport dino chaud sur dino froid en fonction, et l'autre courbe correspond au changement de température italienne depuis le 19e siècle. Donc on a des corrélations qui sont significatives, mais qui montrent qu'en fait que le modèle linéaire finalement ne capte que 20% de la variabilité autour de la moyenne. Donc c'est pas fameux, mais ça permet quand même, ça a permis en tout cas à ces auteurs de proposer une variation de température. C'est ce qui a été fait, donc, et ce que je vous montre ici. Ici, vous avez les reconstitutions de la paléotempérature au cours du temps, pendant toute la période, de moins 200 jusqu'à 600. Donc là, on est vraiment centré sur la période qui nous intéresse, basé justement sur ce rapport des dinokystes, avec une estimation très simplifiée de la température.
exprimé soit en fonction de température, soit directement en anomalie de température. Donc on voit essentiellement que les températures étaient plus chaudes pendant toute la période entre moins 200 jusqu'à pratiquement 200. On a une chute et puis ensuite une période plus froide, ce qui est assez significatif. Là, on change de plus de 1 degré dans ces informations. Donc là, qui sont liés à ces comptages dans des sédiments du golfe de Torrente. Et il y avait un autre aspect des choses que j'ai oublié de vous mentionner, qui est lié au fait que la mer Adriatique en fait, a une circulation particulière et est très affectée en fait, par le flux des fleuves, en particulier le Pô. Et donc en surface en fait, de la mer Adriatique, il y a un courant marin qui transporte en fait, des eaux relativement peu salées et assez riches en nutriments, et qui sont liés à cette plume, à cet apport d'eau douce par le Pô qui est chargé. Et donc, on a aussi une relation entre la statistique, enfin, les différentes espèces d'inoflagellés et les nutriments, qui est donc liée, corrélée aussi à la salinité, à l'apport en fait, des rivières via ce transport qui va carrément du nord de la mer Adriatique jusqu'à quasiment au sud, qui va arroser un petit peu justement les sites qui ont été carottés. Et c'est pour cela en fait qu'un deuxième aspect qui a été simplifié mais qui a été utilisé par les auteurs, c'est un indicateur hydrologique basé sur ces différentes espèces, mais pas chaud ou froid. Là, c'est plutôt climat humide, mais donc une décharge de fleuves relativement importante avec des nutriments importants. Donc on peut les reconnaître et tracer, c'est ce qui a été proposé, cet indicateur, cette courbe d'indicateur hydrologique qui, globalement, est interprétée comme, lorsqu'on a des maxima, un climat plutôt humide. Donc toute la période ici, relativement chaude, était plutôt plus humide, en fait, que la période qui a suivi à partir de 200, 300, comme vous le voyez. Donc ici, on sont rappelés des phases importantes de la période romaine, mais globalement, on retrouve ici notre période romaine, l'optimum climatique romain, avec ces deux aspects de paléotempérature un peu plus chaude et de pluviométrie apparemment plus importante, donc un climat plus arrosé. Donc les deux vont de pair dans ces archives qui se complètent l'une l'autre dans les mêmes sédiments en fait. Donc c'est quelque chose qui a été publié encore très récemment. Mais bon, je vous ai montré aussi que ces fonctions de transfert ou ces fonctions statistiques sont quand même assez faibles statistiquement. Et donc on aimerait avoir, c'est toujours ce verre à moitié plein et ce besoin en fait d'avoir d'autres informations redondantes qui vont permettre de croiser les informations. Et donc on va essayer de se tourner maintenant vers d'autres archives qui ont leurs avantages, mais aussi leurs défauts, et qui vont être utilisés pour voir si effectivement cet optimum climatique romain était aussi simple que ce qu'il paraît sur cette figure, avec une chute à partir de pratiquement 200 ou même avant 200 de l'ère commune, et des conditions stables et optimales, avec une pluviométrie importante et des températures importantes. Alors un autre type d'archive qui est très utilisé, ce sont on en a déjà parlé aussi, ce sont les positions des glaciers dans les Alpes, notamment les Alpes italiennes ou les Alpes suisses à proximité, pas très loin de l'Italie. Ici, je vous présente encore des photos qui montrent en fait, ici c'est le glacier d'Aletsch dans le Valais suisse, où l'on voit très clairement des marques qui montrent en fait que le glacier était plus important à certaines époques. Donc là, il s'agit d'une photo où ce qui est indiqué, ce sont les marques en fait, géomorphologiques des positions du petit âge glaciaire, mais il y a d'autres marques qui peuvent être datées aussi. Quelquefois, il y a des bois qui peuvent être datés au carbone 14 et d'autres. Et l'on peut donc reconstituer dans le temps la position des glaciers au-delà du petit âge glaciaire sur pratiquement 2000 ans.
Alors il y a d'autres glaciers dans les Alpes. Ici, il y a un autre glacier, une vue qui est relativement impressionnante avec le glacier de Grindelwald, celui-là dans le canton de Berne, avec une vue, une représentation, une peinture en fait qui représentait, qui date de 1774, et la vue du même glacier aujourd'hui. Donc on voit très clairement qu'il y a eu des changements importants, et donc on peut faire des datations avec plusieurs types de techniques pour reconstituer dans le temps les variations de ces langues glaciaires. Alors, un des travaux les plus utilisés dans le domaine, c'est cet article en fait, de spécialistes justement de ces glaciers, notamment du glacier d'Aletsch et du glacier de Grindelwald, qui ont pu reconstituer dans le temps les poussées glaciaires, les avancées et les reculs de ces différents glaciers et les dater. Donc, je vous montre en fait cette vue qui vous donne, en fonction du temps, en années de l'ère commune, ici, bon, c'est difficile à lire, mais pour rappel, ici, c'est le petit âge glaciaire, donc on avait regardé ça. Ici, on était avec un minimum des glaciers pendant l'optimum climatique médiéval, ensuite une poussée, une avancée des glaciers qui était synchrone dans les différents glaciers pratiquement pendant le petit âge glaciaire. Eh bien, on peut aussi, grâce à ces techniques, reconstituer un recul des glaciers très conséquent dans ces différents glaciers pendant la période de l'optimum climatique romain, avec un recul des glaciers qui est très net, mais on voit qu'on manque finalement d'informations aussi sur le début et la fin de cette phase, mais il est indéniable qu'autour de cette période, on a très peu de glaciers. Donc c'est compatible avec un réchauffement, avec le réchauffement que l'on a vu dans le golfe de Torrente, même si il y a quand même une distance entre les deux. Donc il y a d'autres informations, d'autres glaciers, mais ces vues là sont relativement emblématiques de ce sujet. Dans les Alpes, on peut aussi étudier les sédiments de certains lacs. C'est ce qui est fait par plusieurs équipes scientifiques. Ici, ce que je vous montre, c'est des recherches d'un groupe français avec des études qui ont été réalisées sur les sédiments du lac du Bourget, qui enregistre en fait, on peut y lire dans ces sédiments l'apport en minéraux détritiques pour essayer d'estimer en fait les crues du Rhône et donc les reconstituer dans le temps en datant les sédiments. Alors là, il s'agit d'une figure directement tirée de cet article de Arnaud de 2005, Arnaud et al. Et alors la complication, c'est que là, l'âge varie de droite à gauche. Ici, vous avez une échelle de temps en ère commune et avant l'ère commune. L'année 1 est ici, l'année 2000 est ici. Ici, on est à 0, c'est l'âge avant le présent, BP. Donc, ce que j'ai souligné ici, c'est le fait qu'il y a effectivement un maximum de crues pendant cette période romaine, mais avec une résolution qui laisse à désirer. On pourrait rentrer et déplier l'enregistrement, voir quelles ont été les datations, est-ce que c'est fiable, quelle est la résolution temporelle, mais globalement, on a un maximum qui est compatible avec ce que l'on a vu dans d'autres environnements. Donc on a à la fois un réchauffement et un maximum, je dirais, de pluie pendant cette période. Ici, c'est directement une série temporelle en fait, de la minéralogie magnétique, c'est ce qu'on appelle la susceptibilité magnétique du sédiment, et ça indique en fait la présence de certains minéraux qui sont liés à l'apport détritique dans le sédiment. Donc on voit un maximum qui est lié à cette période, mais l'enregistrement n'est pas à très haute résolution. On va multiplier les autres environnements. Là, on part carrément au sud de l'Espagne, dans une zone donc, au sud de la péninsule ibérique, avec autour d'un petit lac, c'est encore une fois un papier assez récent, occupé par des occupations d'âge romain. Il y avait une villa romaine qui a été fouillée ici, tout autour du lac, une utilisation par les populations à cette période romaine. Et ce qui était intéressant, c'est que ce petit lac s'est quasiment asséché pendant une certaine période avec formation de dépôts de gypse
de gypse, donc de sulfate de calcium, qui sont liés à une évaporation très importante de ce petit lac qui s'appelle le lac Zonard. Alors c'est relativement bien daté dans cette archive. Alors ici, tout est indiqué en âge avant le présent, donc la période romaine est soulignée ici voilà, en tout cas, les informations sur les dépôts de gypse, c'est essentiellement entre moins 200 et 60 de notre ère. Donc on a quelque chose qui est interprété comme étant la signature, dans cette zone-là, de l'optimum climatique romain qui, au sud de la péninsule ibérique, apparemment, aurait été plus sec et pas plus humide. Donc on a une complexité visiblement spatiale, mais bon, on est quand même à des distances qui sont très, très importantes. Ici, on est au sud de l'Espagne, alors que ce que l'on considérait auparavant, c'était les Alpes. Alors, il y a d'autres indicateurs qui sont mentionnés, mais bon, la résolution est très faible. Il y a des qui sont à proximité, juste pour confirmer en fait l'étude qui a été faite sur ce petit lac Zonard, des études qui ont été faites sur la mer d'Alboran, d'autres études sur des tourbières où il y a des possibilités de compter des pollens de chêne en particulier, qui diminuent pendant la période sèche. Mais bon, tout cela, comme vous le voyez, les lignes brisées montrent le nombre d'échantillons. Il y a très peu d'échantillons. C'est une confirmation que, effectivement, dans cette zone-là, il faisait probablement plus sec pendant une longue période de 200 à 60. Mais c'est peu, enfin, finalement, les informations sont difficiles à quantifier en termes de paléohydrologie. Alors, donc là, on vient de voir, je vous ai montré quelques exemples qui montrent qu'il y a eu effectivement des changements climatiques pendant cette période. Le début et la fin, c'est pas forcément, ne coïncident pas dans les différentes études. Et en plus, là, on vient de voir deux exemples qui sont complètement à l'opposé. Et ça, c'est inhérent à la complexité aussi du climat méditerranéen. Il ne faut pas attendre à avoir exactement les mêmes changements partout et d'avoir, même si, alors, quand on considère les anneaux d'arbres, on peut faire des moyennes à l'échelle mondiale, hein, c'est la même chose que les changements de température à l'échelle mondiale lorsqu'on fait une courbe moyenne à l'échelle du monde, eh bien, on lisse, on va perdre en fait les aspects régionaux, et les aspects régionaux, en fait, dans la zone de l'Europe et de la Méditerranée, sont bien connus, et une bonne partie varie à haute fréquence, en particulier à cause d'une oscillation, une variabilité décennale que l'on connaît bien pour l'actuel, qui s'appelle la variabilité nord-atlantique, ou l'oscillation nord-atlantique, ou NAO, North Atlantic Oscillation, qui est en fait une oscillation atmosphérique qui conduit à une variation en fait, de l'intensité entre deux centres de pression, et c'est ça qui va faire changer en fait, la localisation des dépressions qui traversent l'Atlantique d'est en ouest. On est soumis ici à essentiellement un flux venant de l'ouest et venant de l'est, donc de vent d'ouest, on a une variabilité inhérente à cette oscillation NAO de la différence de pression entre les deux centres, un de basse pression qui est la basse pression d'Islande et la haute pression autour des Açores qu'on peut mesurer aussi à proximité de Lisbonne. Et donc ici vous avez un index qui a été construit un petit peu de façon similaire à l'index ENSO dans le Pacifique, qui est une différence de pression entre Darwin et Papeete. Et donc là, pour le coup, ce qui a été fait ici, c'est cet index NAO est directement lié à une différence de pression entre Lisbonne ici et Reykjavik. Donc pour regarder justement cette différence de pression. Et cette différence de pression, quand la différence de pression est très importante, eh bien on a des vents d'ouest très importants qui vont réchauffer l'Europe, et l'opposé est vrai. Et ça va affecter aussi non seulement l'intensité de ce qui arrive, en fait, en particulier des masses d'air chargées d'humidité qui passent sur l'Atlantique et qui arrivent en Europe à la fois au nord et au sud, mais ça va affecter aussi la direction et la latitude, en fait, de ce rail de dépression qui nous arrive en provenance de la circulation qui passe au-dessus de l'Atlantique. Bon, ici, il s'agit d'une vue très imagée, justement, des deux
systèmes opposés, enfin, des deux situations opposées, NaO positif et NaO négatif, hein, lors de cette oscillation. C'est directement lié, encore une fois, à la différence de pression. Quand la différence de pression est forte, eh bien, on a beaucoup d'humidité qui va arroser le nord de l'Europe, mais au niveau de toute la partie méditerranéenne, la France ici est coupée en deux, mais bon, il faudrait regarder plus de détails, mais un assèchement tout autour de la Méditerranée. Et par contre, c'est le contraire comme on va le voir, pendant les périodes négatives de cette oscillation qui varie comme ça sur des échelles de temps de quelques années. On a on va avoir plus d'humidité en fait sur toute la partie méditerranéenne, même si le gradient de pression est ici moins creusé. Donc on va avoir des dépressions moins importantes, mais avec un rail qui va descendre en latitude. Alors cette oscillation nord-atlantique, cette oscillation NaO, elle a à la fois, donc, comme c'est imagé ici, elle a une influence sur les précipitations, mais elle a aussi une influence sur les températures. Ici, c'est juste pour simplifier les choses, une représentation qui montre en fait la corrélation spatiale entre la température et l'indice NaO. Donc globalement, ce qui se passe pendant les phases NaO+, de phase positive de l'oscillation NaO, on va avoir des températures plus chaudes en Europe, notamment en Europe du Nord, et on peut avoir des températures plus froides en fait à l'est de la Méditerranée. Donc on a un dipôle, enfin un quadrupôle en fait, mais en tout cas pour ce qui concerne toute l'Europe, on va avoir des changements qui vont être différents suivant les latitudes à cause de cette variabilité NaO qui est incessante et qui existait dans le passé. Ici, donc, une vue qui montre un petit peu ce qui se passe en température, que l'on pourrait zoomer sur la partie qui nous intéresse, la partie européenne et de toute la Méditerranée. Ici, ce que je vous montre, c'est effectivement un zoom sur ces anomalies spatiales, mais pour les précipitations. La vue précédente, c'était pour les températures, et là, c'est une vue équivalente pour les précipitations, avec ici, ce qui a été représenté, ce sont les corrélations spatiales avec les phases négatives de la NaO. Bon, il faudrait inverser les couleurs pratiquement pour voir la carte équivalente à NaO+, mais globalement, en phase négative, comme on l'a vu dans le petit schéma très imagé, on arrose la partie méditerranéenne, et bien vous retrouvez ceci. Ici, il s'agit de l'anomalie spatiale des précipitations, exprimée ici en millimètres, pour les phases NaO qui ont été observées très récemment. Là, il s'agit de météorologie récente, et on voit qu'on a un maximum de précipitations sur toute la zone du sud de l'Europe, incluant l'Italie en particulier, la Grèce, la péninsule ibérique, et on voit que quand on monte en latitude, le schéma s'inverse, et on va donc, et c'est vrai aussi pour le nord pour le sud de la Méditerranée. On ne s'attend pas à avoir exactement les mêmes changements à la fois de température, comme on l'a vu. Donc dans tout l'empire romain, il va falloir tenir compte aussi de ces problèmes de contraste qui peuvent être liés justement à ces changements possibles, potentiels, des oscillations climatiques qui perdurent, c'est-à-dire qui existent actuellement et qui existaient dans le passé. Alors, ça c'est une vue un petit peu simplifiée des choses, qui vous montre juste un état de la corrélation, mais quand on fait une étude précise en fait des sources de l'eau qui pleut en particulier en Italie, ici il s'agit d'un travail assez récent, très récent de météorologie qui essaye de sourcer, d'étudier des sources en faisant de la trajectographie actuelle sur les zones de pluie et leur provenance. Il est possible en fait pour différents lieux géographiques de tracer des camemberts, faire des statistiques, des pourcentages des différentes sources d'eau. Et une des conclusions, c'est que l'essentiel de l'eau
qui pleut en fait pratiquement sur toute l'Italie, est représenté ici essentiellement par la partie verte. Ce sont des eaux en fait, qui proviennent de la Méditerranée. Les eaux qui proviennent de l'Atlantique, au maximum, qui sont représentées ici en bleu sombre et en bleu clair, suivant la zone géographique de provenance, hein, avec cette circulation d'est en ouest, enfin d'ouest en est, pardon. Ces eaux atlantiques ne représentent même pas un quart de toute l'eau de pluie qui arrive sur l'Italie. Donc cette variabilité des précipitations liées à l'oscillation NAO, elle existe, elle est importante, mais il faut avoir en tête que l'essentiel des précipitations ne sont pas liées à cette oscillation NAO et qu'on a effectivement des phénomènes de convection et d'évaporation et de précipitation d'eau méditerranéenne directement sur la zone. Donc bien avoir ça en tête. Et alors pour non pas compliquer les choses, mais pour montrer aussi que quand on regarde dans le passé, eh bien, ce qui nous intéresse là maintenant, après avoir vu que l'oscillation nord-atlantique complique les choses en Méditerranée, il faut étudier et considérer les contrastes géographiques. Il faut, enfin, pour savoir si ça a affecté le climat pendant la période romaine, il faut savoir si l'oscillation NAO était plus ou moins importante pendant cette période. Et ça, c'est quelque chose que l'on a vu dans les cours de l'année dernière. J'avais essayé de vous faire un petit peu le point sur les différentes recherches sur la variabilité en fait, de cette oscillation NAO dans le passé. Il y a plusieurs archives à la fois de température et de précipitation qui ont été utilisées, en particulier des anneaux d'armes. Et je vous ai dit qu'il y avait eu une controverse. Il y a eu à un moment plusieurs études qui prétendaient que pendant les périodes chaudes, en particulier pendant l'optimum climatique médiéval, la NAO aurait été bloquée en phase positive. Et en fait, ce sont des choses qui se sont un petit peu effondrées. Enfin, ça a été battu en brèche. Et à l'heure actuelle, une des dernières comparaisons, je dirais, disponibles sur la période qui nous intéresse, c'est celle-ci, qui montre en fait qu'il n'y a pas vraiment d'accord entre les différentes reconstitutions. Ici, toutes les couleurs représentent des fluctuations NAO reconstituées par paléoclimatologie depuis moins de 100 pratiquement, jusqu'à l'année 2000. Toutes ces reconstitutions montrent en fait ce qui a été proposé dans les différentes études avec différentes archives, voire ce que l'on a fait l'année dernière. Et le résultat des cours, c'est pas très brillant, c'est-à-dire que c'est effectivement un verre qui est presque vide, il n'y a pratiquement pas d'accord à l'heure actuelle, alors que il y a 10 ans de cela, on avait cru qu'il y avait eu effectivement un blocage pendant les périodes chaudes, en particulier pendant l'optimum climatique médiéval. Donc, à l'heure actuelle, on n'est pas du tout sûr qu'il y ait un changement fondamental de la NAO pendant cette période, pendant toute la période romaine. Donc ça veut dire que les changements que l'on voit de précipitation, ils ne sont pas liés justement à des changements de cette nature, juste une variation de l'intensité ou de la fréquence de cette oscillation, ou carrément d'un arrêt de cette oscillation et d'une oscillation qui serait bloquée dans un mode ou dans un autre. Donc il n'y a pas d'accord, et en particulier pour toute cette période de l'optimum climatique romain. Alors, quand on parle de précipitation et que l'on veut faire de la paléoclimatologie, c'est, comme je vous l'ai montré, il y a des archives qui permettent de faire des reconstitutions de paléoprécipitation. Je vous ai montré, par exemple, des sédiments qui permettent de reconstituer les crues avec des sédiments détritiques, mais c'est très difficile de remonter à ce que l'on voudrait, c'est-à-dire des millimètres par an, ou des millimètres par mois, ou des millimètres par jour, quantifier les pluies véritablement, et de le faire de façon cartographique pour pouvoir effectivement obtenir des informations chiffrées sur le climat. Alors une façon de faire quand on essaye d'aller dans le passé, c'est d'utiliser des archives, mais aussi d'utiliser plus d'informations que juste les flux d'eau. C'est en particulier l'utilisation des isotopes de l'eau. J'en ai déjà parlé
abondamment dans des précédents cours. Je vous en ai parlé quand j'ai abordé certaines études, en particulier la semaine dernière, sur des variations isotopiques à proximité des sites vikings. Et j'avais remontré cette planche en fait, qui fait un peu un résumé de ce qui se passe lorsqu'il y a un fractionnement par évaporation, une distillation isotopique progressive et des changements du delta O18, du rapport O18 sur O16, que l'on représente sous forme d'un delta, enfin une déviation par rapport à un standard en pour 1000. Et je vous ai dit que ça fait quand même très longtemps, plus de 50 ans que l'on sait, d'après Dansgaard et Harman Craig, qu'il y a des variations qui sont très très linéaires et qui sont liées à la physique de l'évaporation de l'eau, avec essentiellement une distillation des isotopes légers dans les masses d'air, dans cette eau, dans cette vapeur d'eau, et lorsqu'il y a transport de ces masses d'air chargées d'humidité et qu'elles se libèrent de leur eau, l'eau qui va sortir de l'atmosphère, ça va être de l'eau relativement alourdie, c'est-à-dire que préférentiellement ce sont les isotopes lourds qui vont précipiter, et donc on va avoir un phénomène de distillation. Donc on a une corrélation positive à très grande échelle, ça c'était le graphe de Dansgaard depuis le nord du Groenland jusqu'au sud du Groenland et pour d'autres zones de haute latitude, une corrélation linéaire, quasiment linéaire, positive, une corrélation positive entre le delta O18 et la température moyenne de l'air, et on obtiendrait la même chose pour le delta D, ou le rapport deutérium sur hydrogène 1, ce serait la même chose. Donc c'est ce thermomètre isotopique qui est très utilisé, en particulier en glaciologie, puisqu'on peut mesurer directement les isotopes de l'eau dans la glace polaire au Groenland et en Antarctique. Alors on peut considérer aussi, c'est le rapport isotopique, il est étudié aussi comme traceur des précipitations et de la température aussi, pas seulement au pôle, mais aussi dans d'autres zones. Malheureusement, il n'y a pas forcément de glaciers qui permettent de remonter dans le temps et de carottes de glace près le bas, mais on va voir qu'il y a d'autres archives qui permettent de le faire. Et il faut aussi considérer ce qui se passe actuellement. Donc ici, puisque j'ai décidé de focaliser sur l'optimum climatique romain, ce que je suis allé rechercher, c'est une étude qui vous montre en fait ce que l'on sait du rapport isotopique du delta O18 de l'eau comme aujourd'hui, au travers des mesures isotopiques qui sont réalisées directement sur de l'eau de pluie et comparées avec les flux et le volume des pluies dans un réseau international qui s'appelle le réseau CNIP, de l'IAEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'eau est étudiée aussi parce qu'il y a un autre isotope, le tritium, qui est très étudié qui a été très étudié pour voir les retombées atomiques des essais atmosphériques dans les années 60. Donc c'est un peu pour ça que l'IAEA a toujours été très impliqué dans ces réseaux de mesures isotopiques. Mais on a un réseau à l'échelle mondiale, mais aussi au niveau de l'Italie, de stations GNIP qui permettent d'avoir à la fois de l'information sur les pluies, donc des pluviomètres, rain gauge, et d'avoir des informations aussi sur le delta O18. Alors, la carte qui est représentée ici montre les gradients de delta O18, de rapport isotopique, et on voit qu'il y a une variabilité régionale qui est très importante. Alors, il y a fort longtemps, parce qu'en fait, j'avais travaillé moi-même sur le problème en liaison justement avec des archives paléoclimatiques, et on avait regardé la variabilité justement autour de la zone avec les données GNIP, donc de ce Global Network of Isotopes in Precipitation, sur un triangle entre Pise, Gênes et Palerme. Donc c'est un triangle qui est au bord de la mer, des mers Ligures et Tyrrhéniennes. Et ce qui a été représenté ici, ce qu'on en avait représenté, là, c'est directement pour cette zone-là, pour toutes les données mensuelles de précipitation et d'isotopes stables, de delta O18 représentées sur cet axe. On avait étudié la corrélation
ou pas, entre les données mensuelles de pluviométrie actuelle, enfin, je veux dire, c'est des mesures quasiment météorologiques, des changements de pluviométrie, et on considérait les mesures donc, de delta O18 dans ces mêmes eaux. Donc on voit qu'il y a une corrélation, alors qui est beaucoup moins forte, comme on va le voir. Ici, on a... alors, dès que l'on va regarder des fluctuations météorologiques à très petite échelle, on va avoir beaucoup de bruit météorologique, mais cette régression, là, cette corrélation, elle est statistiquement significative. On a une pente qui est à peu près de l'ordre de 0,2 pour 1000 par degré Celsius dans la zone qui nous intéresse. Hein, on est directement à proximité de Rome, là. Et on a aussi une corrélation négative en fonction des précipitations, qui est un peu plus faible, que l'on appelle, enfin, c'est ce qui est appelé l'effet de masse, ou amount effect. Donc on a une corrélation qui, elle, est négative en fonction du delta O18, en fonction du volume de précipitation, alors ici exprimé en millimètres par mois, toujours pour ces trois stations, Pise, Gênes et Palerme. Alors il y a, comme je vous l'ai montré à la très grande échelle, en particulier à haute latitude, la corrélation, elle donne une pente qui est beaucoup plus importante que 0,2 pour 1000 par degré Celsius. La pente générale, en particulier à haute latitude, elle est plutôt proche de 0,6 pour 1000, la pente de Dansgaard. Et donc on a une pente qui est beaucoup plus faible à moyenne latitude au niveau de l'Italie. Et tous ces phénomènes, en fait, peuvent être compris, ils sont compris, parce qu'ils sont complètement liés au phénomène d'évaporation préférentielle et de précipitation des différents isotopes. Et ce sont des choses qui peuvent se modéliser avec des modèles numériques qui permettent de simuler et de comprendre ces processus, en particulier les modèles GCM, modèles de circulation générale, peuvent inclure à la fois des enveloppes comme les glaces, la végétation, l'océan, l'atmosphère bien évidemment, et en plus on peut y inclure les isotopes de la molécule d'eau, l'oxygène 16 bien évidemment, l'oxygène 17, l'oxygène 18, l'hydrogène, le deutérium, le tritium, et on peut simuler, enfin, les lois physiques, on peut introduire les lois physiques de fractionnement isotopique liées à ces phénomènes d'évaporation et de précipitation qui sont bien connus. Et donc il est possible avec ces modèles GCM, enfin, d'ajouter des modules qui permettent de faire ces simulations des précipitations. C'est ce qui a été fait en particulier par plusieurs groupes. Il y a un groupe français qui le fait très bien, mais un des premiers groupes qui l'a vraiment fait de façon systématique, c'est le groupe de la NASA, du GIS, en fait, du Goddard Institute for Space Studies de la NASA, et tout ça étant piloté par Gavin Schmidt, ce qui a été fait, c'est des études très précises justement de cette modélisation des isotopes de l'eau, en particulier du delta O18. Je ne vais pas complexifier les choses à l'extrême avec les autres isotopes, mais une étude beaucoup plus fine que de regarder juste des corrélations spatiales à très grande échelle, comme le faisait Dansgaard au départ. Et avec des données. Donc là, il s'agit de données simulées. Donc ce qui est représenté sur cette carte contient beaucoup d'informations, mais montre en fait les panneaux du haut en fait vous présentent en fait les taux de corrélation régionale à la fois entre les changements de variabilité interannuelle dans le modèle, parce que le modèle a sa variabilité interannuelle météorologique et même avec un climat constant, il y a une variabilité météorologique, il y a des oscillations de type NAO, des oscillations de type ENSO aussi dans le Pacifique, donc une variabilité permanente dans le modèle, et il est possible en fait de tracer, de calculer des corrélations entre le delta O18 et les changements de température pour ces variations interannuelles, et de le faire de façon régionale, plutôt que de le faire à l'échelle mondiale, on pourrait le faire, mais ce qui est fait, c'est juste de regarder spatialement et de retracer ces différents niveaux de corrélation. Donc les cartes du haut vous présentent à gauche les corrélations entre le delta O18 et les températures, à droite les corrélations entre le delta O18 et les précipitations. On voit que ici, si quelque chose, on a essentiellement des corrélations
positive, donc en rouge, positive et essentiellement pour les hautes latitudes, très forte corrélation pour l'Antarctique, très forte corrélation ici pour toutes les latitudes depuis 30 nord jusqu'au pôle, et pour les précipitations, on a plutôt des corrélations négatives, un petit peu similaires. Si on regarde un peu ce qui se passe en Méditerranée, bien on retrouve la corrélation négative que l'on a vue dans les données du CNIP. Et une autre information intéressante qui est le pendant de ces... alors on voit des zones aussi où la corrélation n'est pas fameuse, c'est-à-dire les zones qui sont blanches montrent en fait qu'il n'y a pratiquement plus de relation entre ici le delta O18 et les températures. On a en particulier aux faibles latitudes, on n'a pratiquement plus de corrélation entre les deux paramètres, mais par contre à haute latitude, on a des corrélations fortes, tout ce qui est représenté ici en rouge et orange. Et ce qui est aussi important, c'est la pente de la corrélation. Ici, vous avez une étude qui vous présente, alors elles se ressemblent, mais elles ne sont pas du tout équivalentes. Les cartes du haut sont bornées entre -1 et 1, c'est juste des taux de corrélation. Ici, à droite, tout ce qui est en bleu, ça veut dire des corrélations négatives. Et les cartes du bas vous présentent en fait les pentes de ces régressions linéaires régionales. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'on a des corrélations, des pentes en fait, qui vont être très élevées, donc entre 0,5, 0,7, 0,9. Donc, on va retrouver justement en moyenne la corrélation qui avait été observée par Willy Dansgaard au Groenland, qui était de l'ordre de 0,6 pour 1000 par degré. On va la retrouver en regardant ces modélisations pour les hautes latitudes. Et de même, on voit des corrélations pour les précipitations, entre précipitations et variabilité du delta O18, qui vont être très importantes sous les tropiques, mais on retrouve quand même des corrélations qui sont négatives. Il s'agit d'une corrélation, comme on l'a vu, inverse, c'est-à-dire qu'on a une pente qui est négative entre le delta O18 et les précipitations, mais qui est compatible avec ce que l'on a vu avec les données. Alors c'est à l'époque, quand on avait travaillé avec les collègues, on avait déjà utilisé le modèle du GIS. Donc c'était en 2002, c'était une version préliminaire. On avait regardé ce qui se passait effectivement pour la zone qui nous concerne, la zone de la Méditerranée, qui a peu de boîtes en fait à l'époque. Maintenant, il y en a un peu plus au point de vue du nombre de mailles de modélisation. Mais globalement, à cette époque, on avait étudié pour la zone géographique qui nous intéresse, en Méditerranée, la variabilité à la fois moderne, les variabilités pour des climats différents dans le passé, et ce que l'on avait retrouvé, c'est effectivement la corrélation positive avec une pente de l'ordre de 0,2 pour 1000 par degré Celsius, et d'autre part une pente négative entre le delta O18 et le volume de précipitation, enfin la quantité de précipitation exprimée ici en millimètres par mois. Donc on a une pente négative, et les deux sont à peu près compatibles. C'était entre les données que je vous ai montrées, les données de mesure du réseau GNIP, et les modélisations qui avaient été effectuées essentiellement sur la Méditerranée. Donc cette vue-là, elle est totalement compatible aussi avec les cartes à l'échelle mondiale que je vous ai montrées du papier de Gavin Schmidt, qui travaille justement, qui est un des pilotes, qui pilote justement tout cet effort à la NASA de modélisation du cycle de l'eau. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, en essayant de résumer les choses pour vous dire qu'on va utiliser justement ces isotopes de l'eau, non pas dans des archives glaciaires, mais essentiellement dans des grottes, parce que les archives qui vont être à notre disposition avec suffisamment de résolution temporelle, ce sont des archives qui proviennent de stalagmites, de stalactites, et on va revoir les choses dans la zone italienne en particulier, ce qui va nous permettre en fait de reconstituer les fluctuations paléoclimatiques, en particulier les précipitations, essayer de découpler ça des changements de température pendant ce fameux optimum climatique romain. Voilà, je vous remercie de votre attention.